Allez, on parle d'immobilier à présent sur Boursorama et après les hausses records des transactions, mais aussi des prix en 2021. Comment se présente cette année 2022? On en parle avec vous, Laurent Viment. Bonjour. Bonjour, Tous mes voeux. tous mes voeux de santé, de bonheur et de prospérité. Pareillement, pareillement. Président du réseau Century 21. On a ou le chiffre ou pas du nombre de ventes sur 2021, de transactions? J'étais resté autour de 1,2 million de transactions. Ça reste un record, ça sera un record? Entre 1 100 000 et 1 200 000, ce qui est un record jamais réalisé sur le marché français. Voilà, une nouveauté. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que 2021, au-delà des transactions, c'est l'année de tous les records, mais plus que ça, 2020 a déjoué tous les pronostics. Je crois qu'on s'est parlé sûrement il y a un an. Je ne pensais pas que ça serait comme ça, hein. Non. D'abord, moi, j'ai appris en 2020 à dire je ne sais pas et je me suis trompé, qui sont deux phrases qu'on n'aime pas prononcer. Et sur 2020, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que malgré le Covid, l'immobilier reste un miraculé. Le marché a été incroyable. Il y a un rattrapage colossal qui a été réalisé entre le mois de mai, fin du déconfinement, et le mois de décembre 2020. Et on a quasiment rattrapé ce qui n'avait pas été fait pendant le confinement. Donc, le marché a tourné à plein régime, alimenté par les taux bas. Allez, tous les records, je le disais, Laurent Vimont, au-delà des transactions, quels sont les records qu'on a, encore une fois, en termes de chiffres? J'ai vu que les délais de vente s'étaient largement rétrécis aussi. Oui, il y a les délais, c'est normal sur un marché dynamique entre la mise en mandat et la vente, il y a un délai qui est assez court, donc il rétrécit depuis maintenant un an, mais prix des records au mètre carré et pour maisons et appartements, les appartements ont monté plus de 7%, pardon, les maisons de plus de 7%, les appartements de plus de 5%, on atteint des records avec 3 868 euros pour un appartement et 2 354 pour une maison. Les prix qu'on n'a jamais vus, c'est la sixième année de hausse ininterrompue des prix au mètre carré en France. Prix de vente moyen également record, enfin écart entre le prix de vente et le prix du mandat. Donc tous les indicateurs sont au vert, mais Pardon, excusez-moi, je vous coupe pas, l'écart entre quoi? Entre le prix de vente, entre le prix en entre, mandat et le prix de vente, oui, il qui n'a est jamais été aussi aussi petit? extrêmement faible. Oui, oui, il baisse. Qui est de Mais combien? il doit être de 4,3% aujourd'hui. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces éléments-là sont le signe d'un marché extrêmement dynamique. C'est-à-dire que quand les prix de vente, écart entre prix mandat et prix de vente sont faibles et que l'écart, le délai de vente est aussi faible, le marché tourne à plein régime. Délai de vente, c'est 80 jours, c'est ça, hein, aujourd'hui, Oui, c'est contre. ça. Oui, oui. Est-ce que l'activité, c'est un peu tôt, pardon, mais l'activité elle reste soutenue là sur les premiers jours de 2022? Alors, c'est très peu de recul, hein, c'est quelques jours seulement, Ouais. mais par rapport à 2021, on est au-dessus de ce qu'on avait fait. Moi, je reste extrêmement prudent sur 2022 Ah, parce que j'ai le sentiment que d'abord, dans les chiffres qu'on a publiés, on observe que les plus fragiles, les moins de 30 ans et les CSP employés ouvriers sont en trait de 8%. La hausse des prix de vente moyens, qui n'est pas conjuguée à une nouvelle baisse des crédits, fait que le niveau d'apport personnel, il a dû augmenter pour pouvoir financer un logement. Bizarrement, ce sont ceux qui ont le moins de moyens financiers, donc ils sont en train de sortir du marché. Et puis, il y a une vraie inquiétude sur l'investissement locatif dans l'ancien, avec la loi climat, vous savez, qui prévoit que les logements F et G ne pourront plus être loués à partir de 2024-2025. Donc ça, c'est un mauvais signal. si je lis entre les lignes, encore une fois, de ce que vous me racontez là, 2022 sera moins fructueux que 2021. Ça peut rester bien orienté, porteur, mais peut-être moins qu'en 2021. C'est exactement ça, j'ai rien à rajouter à ce que vous dites, c'est parfaitement juste. L'année 2021 sera une année historiquement haute, exceptionnelle, avec des indicateurs tous au vert. Il est probable qu'en 2022, il y ait un peu moins de transactions. Il y a une raison simple, vous savez, en 2021, on a eu beaucoup de clients qui avaient mal vécu le confinement, qui ont fait des sauts de puce et qui sont partis à la campagne, l'appel de la chlorophylle. Et ces projets, ils sont venus amplifier le nombre de transactions qui avaient été réalisées. Il est probable qu'ils aient été réalisés tous et qu'en 2022, il y en ait beaucoup moins. Donc il y a moins d'envie de chlorophylle aujourd'hui, c'est intéressant parce que je me suis toujours posé la question de savoir si on a compris que celles et ceux ont été plus enfermés que d'autres avaient envie d'avoir un espace extérieur ou un espace de plus. Mais cette volonté de changer d'endroit, de lieu de vie, c'est quelque chose qui est toujours vivace aujourd'hui? Oui, il y a toujours cette volonté en fait de mieux vivre son logement. L'immobilier, l'achat d'un logement, c'est une affaire de concession entre le rêve, le budget et le projet. Et une fois qu'on a un projet finançable, on fait des concessions ou bien sur le prix, ou bien sur la surface, ou bien la situation. Et généralement, les gens qui voulaient habiter en centre-ville faisaient une concession sur la surface. Mm. Pendant le confinement, ils ont mal vécu être à 4 dans 70 mètres carrés. Ils se sont dit,
plus jamais ça. Donc aujourd'hui, la tendance, c'est que les hypercentres des grandes villes sont moins demandés qu'à une époque. On veut une pièce de plus ou pour télétravailler, ou bien une chambre pour l'enfant, Et on est ou bien une prêt, et on est maison prêt avec un à, jardin. et on est prêt à quitter les centres, les hypercentres pour ça. Et il y a aujourd'hui des gens qui sont prêts à quitter et qui font un calcul très simple. Vous prenez Paris intramuros, 70 mètres carrés, 700 000 euros. Pour 700 000 euros à 3 kilomètres, vous avez 100 mètres carrés. Donc vous êtes mieux logé. C'est la volonté de mieux vivre son logement. Ouais. Après, c'est intéressant, si on parle de 2022, c'est qu'il y a ce bémol qui est lié au retour de l'inflation, évidemment, qui ne vous a pas échappé, avec autour de 3% d'inflation en France. Et donc, certains disent que les taux de crédit, qu'on ne voit pas encore pour l'instant, mais qui pourraient remonter un petit peu. On a aussi le HCSF, le Comité de stabilité financière, qui impose, c'est plus de recommandation, c'est une contrainte maintenant pour les banques de respecter les préconisations, à savoir pas de prêt au-delà de 25 ans, pas de taux d'effort au-delà de 35%, ça on le sait. Est-ce que tout ça, conjugué au fait que on sait que c'est la baisse des taux d'emprunt qui a mécaniquement favorisé la hausse des prix, sauf que là, les prix montent, mais que les taux ne baissent plus. Est-ce qu'on n'est pas à la limite d'un système, là ? Mais dans le dossier que vous allez avoir reçu, on explique que l'évolution des prix de vente en France, elle a augmenté le niveau d'apport nécessaire. Je prends un chiffre, il y a 4 ans, on avait un prix de vente moyen à 205 000 euros et la banque vous prêtait 205 000 euros sur 20 ans pour 1 000 euros de mensualité. Les prix sont partis à 245 000 euros en 2021 et la banque vous prend toujours le même montant. Donc il faut maintenant 35 000 euros d'apport pour pouvoir financer un logement. Donc effectivement, la déconnexion entre la hausse des prix et les taux qui ne se retrouve dans l'apport personnel. Se retrouve dans l'apport obligatoire. Après, sur le Haut Conseil, très franchement, il faut arrêter avec ça. Ça fait 2 ans qu'on me dit que ça va impacter le marché et 2 ans qu'on bat des records. Donc, je sais que les courtiers en crédit sont très forts en lobbying, mais sur le sujet, les banques respectent les règles du jeu. Je crois que le dépassement sur les crédits et la quotité à plus de 35%, c'est de 0,2%. Ils ont le droit de dépasser de 20%. Ils sont à 20,2%. Les 30 ans, ils n'en font plus. Les 110% non plus. Donc, les règles sont respectées. Donc, les banques sont dans les clous. Il faut arrêter de dire ça. Après, sur l'inflation, j'ai pas de boule de cristal. Je sais qu'elle a été forte au 4e trimestre 2021. Elle sera apparemment moins forte sur l'année 2022. S'il y a de l'inflation, il est possible que les taux remontent un peu. Mais ce qui va en fait impacter, ça sera l'amplitude de la montée des taux. Si elle est simple et régulière et s'étale dans le temps, il y aura peu de conséquences sur le marché. Si en revanche, il y a un pic, là, le marché déconnecte. Là, ça change l'équation. Je reviens, vous l'évoquiez à demi-mot, Laurent Vimont, sur cette idée que de plus en plus de ménages n'ont plus les moyens d'acheter. Parce que l'équation, c'est plus d'apport personnel pour avoir un bien équivalent. S'ils n'ont pas les moyens, comment ça se passe ? Ils sortent du marché, ils sont désolvabilisés. Vous voyez de plus en plus de ménages, de clients qui sont découragés ou qui doivent changer complètement effectivement leur projet et donc s'éloigner encore plus du cœur des villes quand on parle encore une fois des métropoles. Alors pour l'instant, on parle d'une catégorie qui sont les moins de 30 ans et les CSP employés ouvriers. Les autres, ils sont très actifs sur le marché parce qu'ils restent extrêmement finançables. En revanche, et on parle de 8%, moins 8% en 2021, donc c'est pas non plus l'exode total. En revanche, ceux qui veulent être propriétaires, en général, ils arbitrent et ils choisissent de s'éloigner un peu d'où ils veulent acheter, là où les mètres carrés sont moins élevés. Donc l'arbitrage qui est fait, encore une fois, c'est ou bien la situation ou bien la surface, et ils arbitrent entre les deux, ils revoient leur projet à la baisse en ayant peut-être des financements qui sont un peu moins importants que ce qu'ils imaginaient, mais ils restent sur le marché. Bon. Ils ne sont pas issus de financement, hein. Ils doivent revoir leur projet. D'accord. Essentiellement des acheteurs de résidence principale, je regardais les chiffres, 62% des transactions sont des acheteurs de résidence principale, 30% d'investisseurs, on remonte là. Hein. C'est du jamais vu. Ouais, parce qu'on était à 14, il y a un peu moins de 10 ans, c'est ça hein. C'était 17% en 2014, donc ça fait quasiment 100% de hausse, avec la volonté pour ces clients, inquiets sur leur retraite et sur l'avenir, de se constituer un patrimoine. Une poire pour la soif ou un bas de laine, on va dire comme on a envie, mais dans tous les cas, la volonté et puis le sentiment qu'avec l'immobilier, on peut acheter avec un financement, et que le financement, il est remboursé en partie par le locataire et que dans 15 ans, ils auront un logement qui leur appartient, puis une rente mensuelle. Voilà. Et ça nous dit quoi sinon ? Ça nous dit voilà, cette volonté de préparer ces vieux jours et d'avoir une poire pour la soif. C'est pas mal simple, parce qu'on pense souvent à investisseurs qui sont là pour acheter, pour revendre, pour faire des plus-values. On n'est pas dans le cadre des années 90 où on avait Pas du tout, c'est des achats sur le long terme. Et puis, je rappelle dans votre émission un élément que certains politiques ont oublié, c'est que pour qu'un locataire puisse se loger, il faut un logement. Et pour qu'il y ait un logement, il faut un bailleur. Et ces bailleurs privés contribuent à loger des gens qui mettent à disposition des appartements en location. Donc, ils ont aussi un rôle dans l'économie immobilière extrêmement important.
Laurent Viment, vous parliez des chiffres, des hausses de prix. 5-7%, c'est ça en moyenne Oui. pour les appartements et pour les maisons. C'est une moyenne, évidemment. Il y a beaucoup de hausses à deux chiffres. Quand j'ai regardé la carte de France, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de le prix mètre carré avec des hausses de 10, 15, 20% dans beaucoup de régions et de départements. Oui, oui, en fait, c'est la revanche de la province, la revanche des villes de sous-préfecture, la revanche du marché rural avec un nouvel attrait de gens qui ont décidé de ne plus forcément habiter dans les grandes villes, qui choisissent de mieux vivre à 5, 10, 15 kilomètres, et un marché qui a été tiré par les acheteurs qui ont revu leur projet. Donc, vous avez des villes comme Orléans, Le Mans, Reims, qui ont fait des cartons, et puis vous avez sur le littoral deux régions, la Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, dont les prix ont augmenté effectivement de 15 et 20%, mais là c'est l'appel des embruns iodés, on va le dire comme ça. Et donc des résidences secondaires, pas seulement. Pas que, oui, mais de gens qui ont décidé de quitter les grandes villes. Alors ça peut être Rennes, ça peut être Bordeaux pour aller habiter en bord de mer. Et des prix qui baissent, parce qu'en dehors de Paris, je crois que c'est 2% de baisse des prix à Paris. Paris fait moins 2%, mais le reste, ça ne baisse pas, c'est aussi partout. Il n'y a aucune ville de France qui baisse en dehors de Paris. Non, à part Paris. Non. Mais Paris a toujours marché à contre-courant de la France. Paris, en revanche, Paris fait plus 22% de volume, parce que les prix ont baissé. Donc le marché parisien cherche un nouvel équilibre, il est en train de chercher une nouvelle direction. Les volumes sont repartis à la hausse, et puis les Parisiens, pendant des années, ont vécu sur un marché euphorique. On passe de l'euphorie à la raison à Paris. Ouais. Après, à Paris, j'ai lu ça, c'est 60 000 Parisiens de moins en X années. Je ne sais plus, j'ai passé l'info. Oui. Paris perd ses habitants en 5 ans, au profit de la première couronne. Ouais. Dans nos chiffres, les cadres supérieurs des professions libérales sont extrêmement actifs en première couronne parce qu'ils décident de quitter la capitale pour habiter dans des secteurs qui sont plus verts. Mais c'est un phénomène mineur, encore une fois, des Parisiens qui quittent la capitale. Je ne me rends pas compte, 60 000 sur... Je ne sais pas si sur 5 ans, sur 10 ans, il faut voir après, c'est pas par an. Hein, mais... Oui, si c'est cumulé, Paris, c'est quoi, 2 200 000 habitants, ouais. Donc c'est pas non plus... Ouais. Voilà, faut pas. Le pneu n'a pas explosé. Il y a peut-être une petite fuite dans la chambre à air. Bon, un petit mot rapidement des résidences secondaires. Ça a toujours la cote, là aussi. Grosse cote. Ça ne s'essouffle pas. Ça ne s'essouffle pas. Ah non. Il y a la volonté de retrouver du temps pour la famille. Parce que le confinement, c'était il y a 2 ans maintenant, donc on peut imaginer que voilà, plus le temps passe. Ça continue. Ça continue et ça a retrouvé ses lettres de noblesse. Ça avait été un peu mis de côté avec les nouveaux modes de consommation. Vous savez qu'Airbnb, là, avoir son logement à soi, sa maison, on abrite sa famille, ça redevient un élément essentiel en secondaire. Je vous lisais, je ne sais plus dans quel journal vous disiez, l'immobilier, c'est votre formule, est mieux qu'un lingot d'or. Bon, pourquoi il dit ça, là, Laurent Viment? Parce que lingot d'or, il s'emballe, là, non? Il faut payer cash et il fluctue beaucoup. L'immobilier, c'est quelque chose qu'on peut acheter avec un financement, se construire un patrimoine avec une épargne forcée. Et puis, au bout de 15 ans, vous avez mieux que des lingots d'or. Hein. La différence, c'est que on ne peut pas les bouger. Oui, c'est une petite différence. Bon, en tout cas, 2022 restera, selon à vous écouter, encore une fois, porteur, mais moins parce que les armes n'ont pas jusqu'au ciel que 2021. Exactement, et que c'est une année historiquement haute. Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. Laurent Viment, le président du réseau Century 21. Merci, salut, bye. Bonne journée.